Merci François. Alors si vous n'avez pas été très long, moi je vais l'être, je vous préviens donc. Je vous salue tous collectivement. Je me réjouis d'ouvrir cette séquence nouvelle des Vendôme Tech 3. Ça fait donc 3 ans que nous avons décidé d'instaurer cette manifestation qui témoigne de l'importance que nous attachons au développement du numérique dans le monde de la justice en général. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier nos hôtes étrangers pour leur présence. Je pense à Monsieur Hernandez Carrion, qui est directeur adjoint des nouvelles technologies et de la modernisation du ministère de la Justice espagnol. Et je pense également à Maître Grenier, sous-ministre associé au ministère de la Justice du Québec, qui ont évidemment tous les deux des responsabilités extrêmement importantes dans la transformation numérique de leur ministère. La table ronde, évidemment, leur donnera la parole tout à l'heure et ils pourront élargir notre regard et nous pourrons également ainsi confronter nos expériences. Donc, 3e édition des Vendôme Tech. Cet événement qui est dédié à la transformation numérique de la justice a lieu cette année dans les propres locaux de notre ministère, ce que nous avons souhaité pour montrer l'ancrage de cette profonde transformation numérique dans notre ministère. Mais évidemment, ce n'est pas parce que cela a lieu ici que nous restons confinés sur nous-mêmes et au contraire, nous ouvrons largement aux acteurs extérieurs de la transformation numérique. Ils pourront montrer ce qu'ils font, ce qu'ils savent, le regard qu'ils portent sur cette transformation numérique au cours de différents ateliers et stands. Ce rendez-vous, l'ampleur croissante qu'il prend, démontre l'importance que j'attache à la transformation numérique pour mon ministère. Ça se traduit à la fois par des avancées concrètes, et ça se caractérise également par une logique tout à la fois d'ouverture et d'inclusion. Ce sont les 2 points que j'aimerais aborder avec vous maintenant. Tout d'abord, je voudrais revenir sur les transformations concrètes, les perspectives concrètes liées pour le ministère de la Justice à la transformation numérique. Les chantiers que nous avons lancés depuis 2 ans enregistrent d'ores et déjà un certain nombre de résultats. Je voudrais les énoncer devant vous et les accompagner également d'une indication des jalons prévus pour 2020. Nous commençons effectivement à collecter des résultats sur les usages effectifs des services que nous avons lancés il y a quelques mois. Je citerai, parce qu'on y revient chaque année, la dématérialisation de l'envoi de l'extrait vierge du casier judiciaire qui était au moment du Vendôme Tech 2, qui était intervenu depuis peu alors. Cet envoi dématérialisé enregistre un réel succès. Plus de 80% des mises à disposition d'extraits se font désormais de cette manière, dématérialisée. Cela montre une adoption immédiate de ce service par nos concitoyens pour les usagers du quotidien et cela témoigne évidemment de l'intérêt de cette mise à disposition et ça dégage en plus le personnel de tâches très lourdes d'envoi. 3 éléments essentiels sur cette transformation numérique pour notre ministère, les infrastructures techniques, les applicatifs et l'accompagnement. Sur les infrastructures techniques, nous avons dû effectuer un effort tout à fait conséquent. Elles sont nécessaires, évidemment, ces infrastructures, pour un déploiement réel des usages du numérique. Je souhaitais que 900 sites de justice bénéficient du très haut débit fin 2019, parce qu'il n'y a évidemment pas de transformation numérique sans connexion rapide. La tâche n'était évidemment pas aisée parce que vous connaissez nos palais de justice, certains sont des monuments historiques, d'autres nécessitent évidemment donc des monuments historiques classés auxquels on peut difficilement toucher, d'autres supposent de gros travaux pour mettre en place cet accroissement des débits. Mais malgré cela, je puis indiquer un résultat proche de la cible, puisque nous en sommes au moment où je vous parle à 843 sites qui sont équipés du haut débit sur les 900 que j'envisageais. Notre ambition est encore plus grande puisque je souhaite que chaque site dispose des moyens de communication nécessaires à cette transformation numérique. Et je tiens à remercier la direction interministérielle du numérique, dont je salue le directeur,
Nadi Bouana, qui est présent à nos côtés, comme il l'est toujours d'ailleurs, pour l'accompagnement très actif de ces services. Nous allons donc étendre les possibilités dans les territoires ultramarins d'ici 2021, et je sais que Madame la secrétaire générale Véronique Malbec est très mobilisée sur ce sujet. La modernisation et le déploiement de systèmes de visioconférence est également un atout supplémentaire. Nous avons actuellement 2035 systèmes, soit 25% de plus en une seule année. Le tiers du matériel est neuf. Il permet à chaque instant la tenue de 40 conférences et notamment, cela a permis d'éviter 1724 déplacements de détenus chaque mois en moyenne sur 2019. Autrement dit, une diminution des extractions judiciaires qui, nous le savons, sont parfois un peu difficiles. La qualité et l'ergonomie de notre système de connexion réseau sécurisé en mobilité, VPN, a permis à de nombreux agents d'accéder au système d'information du ministère et de pratiquer le télétravail, ce qui est par ailleurs une de nos ambitions. Comme dans les grandes organisations modernes, sur de nombreux sites, nos agents peuvent aller en réunion ou se rendre dans tout lieu de justice et se connecter à leurs outils de mobilité par le Wi-Fi sécurisé justice. Cette faculté est étendue dans les salles d'audience qui sont très largement couvertes par le Wi-Fi justice. Donc ça concerne la question des équipements. Plus difficile, mais en grande évolution, les applicatifs métiers. Évidemment, les infrastructures doivent servir le progrès de nos applicatifs métiers et la mise à disposition de meilleurs services aux usagers de la justice. Donc c'est cet axe applicatif du plan de transformation numérique qui est pour nous le plus ambitieux. Les démonstrations qui suivront ces propos introductifs passeront en revue les projets qui se sont d'ores et déjà concrétisés. Vous entrez en conférence maintenant. Très bien. J'ai inauguré en août dernier, fin août, à la fin du mois d'août dernier, le portail du justiciable, justice.fr. Ce portail du justiciable doit à terme devenir l'équivalent d'impôt.gouv.fr pour les usagers de la justice, évidemment. Donc, d'ores et déjà, les justiciables peuvent suivre en ligne leur dossier d'affaires civiles et ils peuvent être informés directement des différentes échéances de leur affaire. Parallèlement, nous avons mis en place la dématérialisation à 100% de la transmission des pièces aux avocats dans le cadre des affaires civiles. Courant 2020, le site justice.fr permettra la saisine en ligne dans le cadre d'une constitution de partie civile, ainsi que dans le domaine de la gestion des mesures de protection des majeurs et la consultation en ligne des affaires pénales. Je croyais qu'on devait faire aussi les conseils de prud'homme, mais ça a disparu. Bon, c'est pas grave, on en reparlera après. L'une des démonstrations que nous verrons plus tard portera sur les services de réservation des parloirs pour les familles des détenus, dont nous avons lancé l'expérimentation la semaine dernière. D'autres expérimentations de services s'inscrivant dans le numérique en détention seront lancées en 2020. Autre chantier important, la procédure pénale numérique. Les travaux avec le ministère de l'Intérieur sur cette procédure pénale numérique ont d'ores et déjà permis de tenir une première audience numérique et de délivrer un premier mandat de dépôt numérique. On est encore à ce stade à un niveau de démarche pilote qui prépare évidemment le développement de ce projet, mais d'ores et déjà, nous savons que c'est un projet absolument considérable qui viendra revisiter complètement nos organisations de travail, et c'est la raison pour laquelle nous le déployons de manière progressive, mais avec beaucoup d'ambition, de fermeté et d'accompagnement. La signature numérique par les magistrats est désormais une réalité qui est ancrée dans notre paysage numérique. Dans la même logique de simplification de la vie des usagers, la justice a développé, là aussi avec l'appui du ministère de l'Intérieur, la plateforme sécurisée Comedec. Cette plateforme, que j'ai eu la chance de voir fonctionner à Beauvais, c'est ça. Cette plateforme permet aux préfectures
aux notaires et aux communes d'échanger directement et de façon dématérialisée des données d'état civil. Ces échanges évitent aux usagers la production d'actes d'état civil dans le cadre de leurs démarches administratives, élaboration de titres sécurisés, élaboration d'actes notariés quand nous vendons une maison ou autre chose, élaboration de dossiers de mariage ou de PACS. En 2019, Comedec a poursuivi sa progression et il a capitalisé près de 10 millions d'échanges, ce qui constitue autant de démarches administratives en moins pour nos concitoyens. Enfin, troisième point, après les réseaux, les infrastructures, après les applicatifs, le troisième point, c'est évidemment l'accompagnement. L'année 2019 a permis 2 avancées importantes sur cet axe qui est plus interne de transformation numérique. Nous avons jeté les bases du nouveau dispositif de soutien aux utilisateurs qui dépasse les limites de chaque direction ministérielle. Il s'appuie, cet accompagnement, sur un portail dont la première version est en ligne et qui regroupera tous les services et toutes les informations sur le sujet en lien direct avec une plateforme aux moyens humains nettement améliorés. Notre service support accompagne au quotidien nos agents car il est ouvert 7 jours sur 7. Il ne saurait en effet y avoir de transformation numérique sans accompagnement adapté. Et donc, de ce point de vue-là, je partage pleinement les ambitions qui sont portées par mon collègue Cédric O, secrétaire d'État au numérique, d'une dématérialisation de qualité. J'en profite d'ailleurs pour excuser son absence ce matin. Il a été retenu par un empêchement de dernier moment. Enfin, pour que le pilotage de la transformation numérique soit orienté vers les utilisateurs, nous avons inauguré une enquête biannuelle qui passe au crible leur satisfaction sur toutes les dimensions de l'offre de services numériques. Les avancées pratiques de la transformation numérique et leurs perspectives que je viens de résumer ici doivent être complétées par les apports de la loi de programmation et de réforme de la justice qui a été adoptée en mars 2019. Je ne détaillerai que 2 aspects de cette loi qui sont, je crois, représentatifs de notre volonté que la loi appuie la transformation numérique et inversement que le numérique serve les ambitions portées par la loi. Vous connaissez les mots-clés de la loi de réforme de la justice adoptée en mars dernier. C'est essentiellement simplification au service du justiciable, renforcement de l'efficacité de l'organisation judiciaire, adaptation du fonctionnement des juridictions, efficacité de la peine, diversification du mode de prise en charge des mineurs délinquants. Pour chacun de ces items, le numérique peut jouer un rôle important, voire même structurant. Un exemple, par exemple, celui du travail d'intérêt général. Prononcé en plus grand nombre, le travail d'intérêt général permet de transformer la politique des peines. Ce travail d'intérêt général a bénéficié d'un soutien spécifique, numérique, par la construction d'une plateforme qui y est consacrée et qui comprend plusieurs portails. Un portail magistrat, qu'ils pourront utiliser pour le prononcé de la peine, un portail avocat, pour leur permettre d'accéder aux offres de TIG et donc de les demander au soutien de leurs mandants, et TIGistes pour suivre l'exécution de cette mesure, ainsi qu'évidemment pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Au-delà de la construction de la plateforme, son but, c'est bien d'accroître l'offre de travail d'intérêt général et la qualité de la prestation, et tout cela est rendu possible par cette plateforme. Son développement, piloté par l'agence du TIG, dont je salue le directeur, doit permettre d'aboutir au cours de l'année 2020 à l'ouverture successive des services qui sont destinés à ces différents acteurs. Inversement, il a aussi été nécessaire, et c'est peut-être plus nouveau, d'adapter nos dispositions légales et réglementaires au contexte du numérique. Pour que la transformation de nos systèmes puisse se déployer et puisse donner toute sa mesure de simplification et d'automatisation, il a été nécessaire de faire évoluer les dispositions qui les en empêchaient du fait de rédactions calquées sur des réalités physiques et des traitements papier.
La loi de réforme pour la justice contient un article, c'était l'article 50, qui pose le principe que des pièces de dossier numérisées sont considérées comme des originaux, ce qui permet évidemment de ne pas avoir un traitement papier en double qui fasse seule référence. C'était un préalable indispensable à la procédure pénale numérique. Voilà donc des éléments qui montrent à quel point nous évoluons, même si c'est une tâche qui est évidemment, qui doit constamment être remise sur le métier, qui doit constamment faire face à des aléas, mais tâche sur laquelle je sais que les acteurs du ministère de la Justice sont pleinement mobilisés et je voudrais tous les en remercier. Cette transformation, et c'est le second point que je voulais aborder, cette transformation, elle est synonyme d'ouverture et d'inclusion à la fois. Donc après la revue de ce que je pense être de vraies avancées, je voudrais vous dire ma conviction selon laquelle cette transformation numérique est porteuse vraiment d'inclusion, mais aussi plus largement d'ouverture. Si j'ai considéré que le plan de transformation numérique faisait partie des premières priorités de notre ministère, c'est parce que de son succès dépend le succès des autres mesures de transformation de la justice et des autres chantiers de la justice que j'avais ouverts il y a 2 ans. Mais c'est aussi et également parce que cette transformation numérique est porteuse de réponses aux attentes des usagers du service public et donc d'inclusion. Dans une période où les difficultés qu'éprouvent un certain nombre de nos compatriotes fragilisent le lien social, la justice qui canalise les différends et offre des moyens de régulation au mieux vivre ensemble, cette justice doit être toujours plus lisible, toujours plus accessible et toujours plus réactive. Notre plan de transformation numérique, s'il mobilise des ressources importantes, n'est donc pas uniquement un chantier de moyens, c'est vraiment une ambition de résultat. Il a pour mission et pour ambition de transformer le service public de la justice dans le double objectif de simplification des procédures, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais aussi d'accessibilité pour les justiciables. La saisie en ligne, le suivi des procédures, l'aide juridictionnelle en un clic vers laquelle nous tendons sont des projets qui ont pour objectif final d'abaisser les barrières socioculturelles ou économiques d'accès à la justice. La réduction des distances géographiques qui est permise par des accès dématérialisés comme la visioconférence, c'est aussi une source d'ouverture au plus grand nombre et une réponse à des problématiques de mobilité ou d'éloignement pour les justiciables comme pour les autres partenaires de la justice. J'avais dès l'année dernière répondu par avance à ceux qui craignent les effets négatifs d'une fracture numérique que je ne voyais pas bien comment le seul secteur de la justice aurait pu rester à l'écart de la transformation numérique du monde. Ma conviction est au contraire que nous devons vraiment faire vivre le service public et ses valeurs au sein d'un monde numérisé. Et pour lui donner toutes ses chances et toute sa place, il doit viser l'excellence plutôt que de subir des transformations qui sont inéluctables. Notre manière de transformer est d'ailleurs celle qui est défendue globalement par le gouvernement. Un numérique de qualité s'intéresse d'abord aux usagers et aux utilisateurs, les accompagne, cherche à les inclure, maintient aussi, et c'est très important, des voies traditionnelles d'accès au service public, ce qu'un certain nombre d'entreprises parfois abandonnent dans un souci de rentabilité. Et c'est bien parce que nous voulons, à côté de ce déploiement volontariste du numérique, maintenir des voies d'accès traditionnelles, accessibles à tous ceux qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas cette facilité d'accès au numérique. C'est bien pour cela que nous avons déployé dans toutes les juridictions un service unique d'accès du justiciable, les fameux SAUJ, qui, tout en bénéficiant pleinement des services du numérique, permet des échanges directs avec nos usagers. Nous travaillons d'ailleurs dans ce même esprit à assurer la présence de la justice dans les maisons France Service que le président de la République veut développer dans toute la France et notamment dans les premières 460 maisons
qui ouvre de manière imminente. Le principe d'égalité face au service public, qui est donc un principe d'inclusion, se traduit d'ailleurs depuis quelques mois par des efforts redoublés pour hisser le niveau de service numérique en Outre-mer, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous y déployons des moyens renforcés. Au-delà de simples pétitions de principe, nous faisons un travail effectif. Nos équipes se renforcent et la mutualisation centrale de certains moyens d'assistance permet d'étendre les horaires d'ouverture à ces territoires de la République qui sont physiquement éloignés de la métropole. Un des domaines dans lesquels j'attends du numérique qu'il appuie nos efforts d'inclusion, c'est celui du suivi des jeunes qui s'inscrivent dans un parcours particulier au titre de la protection judiciaire de la jeunesse. Notre projet de rénovation du système d'information, qui sera dénommé Parcours, doit donc permettre une mobilisation et un échange de l'ensemble des informations concernant tel ou tel mineur entre les acteurs qui sont impliqués par son suivi. La mise en place de cette application Parcours, qui suivra l'adoption de la loi sur les mineurs, vous savez qu'actuellement on a une ordonnance et que nous devons avoir un débat au Parlement pour ratifier cette ordonnance. Donc la mise en place de l'application Parcours, qui suivra la ratification de l'ordonnance, servira précisément les ambitions de cette nouvelle loi sur la justice des mineurs. Le système d'information devra organiser tous les échanges qui permettront de s'adapter à la complexité de la réalité d'un mineur, désormais placé au centre du système. Au-delà de sa dimension inclusive, on voit donc bien que la transformation numérique s'accompagne de fait, par la mise en relation entre tous les acteurs, d'une véritable ouverture. J'ai fait plusieurs fois allusion dans mon propos avec des exemples de chantiers interministériels ou interdirectionnels. Le pilotage même de la transformation numérique ministérielle est un exemple de transversalité et d'ouverture aux besoins et aux contraintes des autres directions en vue de mener une action de transformation qui nous touche tous. La transformation numérique tend donc à réduire l'imperméabilité qui existait entre les différents silos directionnels. Ce n'est aujourd'hui, je crois, plus le cas. La présence parmi nous du directeur interministériel du numérique, qui s'exprimera lors de la table ronde, montre l'autre dimension de cette ouverture interministérielle. Notre ministère a décidé de s'y inscrire pleinement de différentes manières. D'abord en soutenant cette ouverture interministérielle, y compris par des emplois mis à disposition directement pour incarner la stratégie TechGouv. Celle-ci permet notamment de faire ensemble ce que chacun ne peut pas faire tout seul. Le système France Connect que nous adoptons pour nos plateformes en est une belle illustration qui permet aux Français d'utiliser les identités de connexion à un service public pour se connecter aux autres. Je crois bien qu'un Justice Connect aurait sans doute eu moins de chances de réussite. Nous avons aussi rapidement pris en compte le décret de création de la DINUM, Direction interministérielle du numérique. Ça dépend si on est latiniste ou pas, en fait, c'est ça. Donc de la DINUM, Direction interministérielle du numérique. Donc on a pris en compte ce décret de création de la DINUM en créant au ministère de la Justice le service du numérique qui s'occupera aussi d'innovation et de l'ouverture des données. Ceci nous ramène à ce sujet de l'ouverture que je crois centrale dans la transformation numérique. Nous finalisons le décret d'application de la loi de réforme de la justice relative à la mise à disposition en ligne des données contenues dans les décisions de justice. C'est une véritable évolution capitale. La transparence et l'abondante source d'informations qui en découleront doivent évidemment s'accompagner d'un certain nombre de précautions. L'occultation des noms et des prénoms des personnes mentionnées dans la décision en est la principale, mais pas la seule. C'est un chantier qui n'est pas simple, parce qu'il ne faut pas que cette occultation fasse perdre le sens de la décision, ce qui parfois peut poser des difficultés. Et il faut également
mesurer la charge de travail que cela pourra entraîner pour les personnels de justice. Donc c'est un chantier qui n'est pas simple, et nos deux hôtes étrangers auront certainement des choses à nous dire sur ce sujet, car leurs pays ont abordé ces questions avant nous, je crois. La Cour de cassation animera d'ailleurs cet après-midi un atelier sur ce sujet afin de partager les acquis de son expérience et de son expertise qui nous sont extrêmement précieux. Ceci m'amène à ma conclusion et je souhaite mettre en parallèle l'ouverture propre à la transformation numérique et le Vendôme Tech qui est essentiellement un exercice d'ouverture vers l'extérieur. Pour mener à bien sa transformation numérique, le ministère de la Justice a besoin de partenaires du domaine du numérique, comme on vient de le voir avec la DINUM. Mais notre ministère a aussi besoin, plus encore, de réflexion interne de tous nos services et de toutes les juridictions. Par exemple, la juridiction unique des injonctions de payer, la JUNIP, qui est prévue par la loi de réforme de la justice, elle ne peut pas se mettre en place sans les huissiers. Cela va de soi pour nous. Et donc leur coopération nous est précieuse, comme d'ailleurs l'a été et l'est encore celle des notaires pour la plateforme Comedec, dont j'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure. Celle des avocats est également extrêmement utile et indispensable dans de nombreux chantiers. Et nous souhaitons bien entendu développer notre collaboration avec les avocats pour les dossiers à venir, comme cela a été possible sur le dossier de la communication électronique. Ce Vendôme Tech pourrait difficilement mieux manifester notre volonté d'ouverture. Nous avons d'ailleurs offert, comme c'était le cas l'année dernière, un temps de parole à nos partenaires professionnels du droit en début d'après-midi. Nous voulons connaître leur point de vue et leur regard sur les transformations internes à notre ministère. Notre rendez-vous désormais annuel, c'est, je le crois, une occasion qui est donnée à l'écosystème élargi de la transformation numérique de la justice, y compris les entrepreneurs du secteur, et je pense au Legal Tech, soit de faire connaissance, soit de se retrouver pour échanger, pour partager leurs expériences, pour nouer des relations qui peuvent déboucher sur des projets communs et donc qui peuvent nous permettre de mieux travailler encore sur de nombreux sujets. Les stands et les ateliers que nous avons inclus dans l'édition de cette année constituent des évolutions importantes par rapport à l'année dernière et je trouve en effet que l'année dernière, c'était encore un peu trop informatif et descendant. Cette année, nous serons davantage en interaction. J'attends donc de ce Vendôme que ce soit pour nous tous un véritable stimulant collectif à la dynamique transformatrice qui est la nôtre, que je porte avec une très grande volonté. Et je souhaiterais, pour terminer, remercier à la fois tous ceux qui, au sein du ministère, contribuent par leur action quotidienne à faire évoluer cette transformation numérique et nos partenaires qui sont aussi pour nous tous des aiguillons très précieux. Je vous remercie.